Le Poinçon, un podcast de la BBR. Dans ce nouveau côté coulisses du Poinçon, nous quittons nos locaux du Bourg de Four, direction le quartier des Bains et son musée d'art moderne et contemporain, plus connu des Genevois et Genevoises sous le nom de MAMCO. Nous allons à la rencontre de Charlotte Morel, responsable du bureau des transmissions du musée. Le MAMCO est l'un des rares lieux culturels genevois qui propose à ce jour des médiations culturelles accessibles aux personnes déficientes visuelles. Comment ? Pourquoi ? Découvrons-les ensemble avec Charlotte Morel. Bonjour Charlotte. Bonjour. Vous êtes en charge du bureau des transmissions du musée. Qu'est-ce que c'est exactement que ce bureau ? Alors, le bureau des transmissions, c'est en fait en somme le service des publics, le service de médiation culturelle du musée, qui met en rapport les publics, tous les publics, avec les missions en fait du musée, donc les expositions, les artistes qui sont présentés, et un petit peu qui fait le lien pour qu'il y ait à la fois une initiation à l'art contemporain qui se passe de manière agréable, détendue, et puis qui permet aussi au public de participer à des activités, puisque le service qui est composé de 16 personnes, que je chapeaute un petit peu, je conçois des activités, des programmes, des parcours de visite, et puis des incitations pédagogiques aussi pour les écoles. Et puis on essaie de rendre le musée attractif et de faire en sorte qu'il y ait du lien entre la cité et puis le musée. Depuis quand est-ce que le MAMCO a commencé à s'intéresser à la question de la culture accessible et puis aux médiations culturelles accessibles ? Les premières initiatives, elles ont été lancées, je crois, à partir de fin 2016 par la personne qui occupait le poste que j'occupe actuellement, précédemment, Alice Malinge, qui avait fait plusieurs petits projets, notamment aussi pour les personnes déficientes visuelles, mais pas uniquement. C'était plutôt des choses un peu ponctuelles. Et puis la première mesure réellement inclusive pour une culture accessible aussi, c'était plutôt dans le champ du handicap psychique, avec l'embauche d'une personne qui était éducatrice spécialisée. Mais ça remonte à finalement assez peu de temps. C'était déjà dans les mentalités des personnes qui travaillaient au musée depuis longtemps, mais concrètement, ça s'est mis en place il y a quelques années maintenant. Quels sont les grands défis en matière d'accessibilité auxquels fait face le MAMCO aujourd'hui ? Le premier grand défi, il est vraiment très structurel. C'est vraiment lié au bâtiment lui-même, puisque le site dans lequel se trouve le musée est un ancien site industriel, dont d'une part l'accessibilité en termes d'accès réellement, en termes de signalétique, de facilité d'accès, est pas vraiment évident. Il y a 2 entrées possibles, voire même des fois 3. Il y a des rails dans la cour au sol. Donc c'est vraiment très structurel. C'est presque la topographie du site qui est un obstacle à la base. Et une fois qu'on est parvenu jusqu'à l'entrée principale du musée, il y a des portes très lourdes qui sont des portes en métal, plusieurs seuils d'ailleurs à franchir, un sol irrégulier quand on arrive dans le hall avec des petits morceaux de bois qui sont assez déstabilisants, je pense, quand on les foule la première fois. Après, une fois dans le musée lui-même, au moins on a des accès de plein pied, on a des ascenseurs et des escaliers, mais après il y a vraiment une acoustique et une luminosité qui sont parfois extrêmement perturbantes, puisque ce sont de très grands volumes. La plupart des musées d'art contemporain sont faits comme ça, puisqu'ils sont souvent c'est des vrais emplois de bâtiments pour accueillir de très grandes œuvres, mais ça a l'avantage d'être très spacieux, très agréable à parcourir, mais ça va de pair souvent avec une acoustique qui est très difficile. Donc, en l'occurrence, quand on fait des visites avec des personnes qui ont une déficience visuelle, il y a une double difficulté. D'être près du groupe, de se positionner de manière à ce qu'il y ait une bonne acoustique, ou avoir un outil, vraiment un accessoire qui permet d'amplifier le son, mais de le rendre plus audible, simplement. Et puis la luminosité, parce qu'il y a également de très grandes fenêtres, industrielles toujours, qu'on peut tamiser un petit peu avec des stores, mais c'est selon le moment de la journée et l'aménagement dans les expositions, ça peut être assez désagréable. Et puis on a un éclairage artificiel au néon, au tube fluorescent, qui lui aussi peut occasionner à la fois du bruit, mais aussi une présence visuelle qui est assez perturbante. Donc ces difficultés-là, c'est structurel, mais c'est quand même un gros obstacle qu'on essaie d'améliorer petit à petit. Après, il y a d'autres choses. Il y a le fait que l'art contemporain puisse prendre beaucoup de formes.
des formes très visuelles comme des images, mais aussi de l'image en mouvement comme de la vidéo, des installations sonores. Donc il y a aussi une adaptation de nos propositions de parcours ou de nos discours pour faire en sorte que on puisse avoir quand même une porte d'entrée, en l'occurrence pour des personnes en situation de déficience visuelle, avoir aussi une porte d'entrée quand même agréable, sensorielle, qui puisse dépasser un petit peu la contrainte du format de l'œuvre, par exemple. Aujourd'hui, concrètement, comment vous mettez en place des médiations culturelles pour rendre ces œuvres accessibles à ce public ? Alors, il y a plusieurs choses. De manière générale, les outils qu'on essaie de réfléchir et de mettre en place dans un cadre spécifique, en l'occurrence une médiation accessible, on essaie de les penser pour qu'ils puissent intéresser n'importe qui. On pense avec des paramètres, des contraintes spécifiques. Là, par exemple, lié à la visibilité, aux images, à des formats qui sont vraiment très visuels et qui, du coup, pourraient poser un obstacle à une appréhension pour des personnes qui ont une déficience visuelle, mais aussi à ce que ça puisse intéresser quelqu'un qui soit en situation de voir très bien, mais que ça amène autre chose. Et par exemple, pour une exposition, là, on vient de vernir nos nouvelles expositions, les étapes qu'on fait avec la personne qui travaille avec moi sur ce sujet-là et qui conduit en général les visites, Benoît Billotte, qui s'est un petit peu spécialisé avec nous pour l'accompagnement des personnes déficientes visuelles. On fait des tours ensemble, on se familiarise à l'exposition, à la circulation, à la variété des œuvres qui sont proposées. Et puis on fait un choix d'abord d'intérêt thématique. On resserre une sélection d'œuvres et sur le parcours qu'on va définir, qui va en général aller sur 5-6 œuvres, parfois très réunies dans un même espace, parfois très éparpillées dans le musée, on réfléchit à quel est le potentiel en fait de ces œuvres, au-delà de leur format, c'est-à-dire leur dimension, qu'elles soient bidimensionnelles, tridimensionnelles, vidéo, photo, etc. Qu'est-ce qu'on peut utiliser comme paramètre de l'œuvre qui serait particulièrement intéressant à décrire ? Puisque c'est la visite descriptive qui va être la première mesure qu'on met en place au MAMCO, donc depuis maintenant bientôt 3 ans, oui, 3 ans, c'est ça. Appréhender un peu une œuvre d'art qui, a priori, serait difficile, avec un effort narratif, un potentiel narratif de la description. Et donc, ça va aller chercher sur ce qui est en fait les éléments constituants en fait de l'œuvre et qui sont vrais pour tout le monde, hein, les dimensions, la nature de l'œuvre, est-ce que c'est de la peinture, comment est-ce qu'elle est produite, par qui elle est produite, le contexte un peu aussi historique. Et puis après, on va aller sur, plutôt que d'éviter certaines choses du type description de couleur ou description de sujet, on va aller sur comment le faire ressentir. Alors pas nécessairement de manière tactile, même si on produit aussi des petits éléments, des supports pour aller plus loin dans le ressenti et puis pour partager aussi dans le groupe des choses, mais aussi voilà des lectures, des passages des citations d'auteurs, d'autrices qui sont contemporains de l'artiste qui présente ou du sujet. Par exemple, je sais pas, si ça représente une scène d'intérieur avec des personnages, eh ben on va être sur la description un peu de l'ambiance, de ce qui se passe, l'âge des personnages. On va donner le maximum de repères possibles à l'oral par la description et aussi en suscitant l'imaginaire. Et en mettant à contribution les personnes du groupe, bien sûr, avec leur connaissance sur un sujet particulier ou une époque particulière. Qu'est-ce qui, selon vous, est le plus important dans ces visites pour le public déficient visuel ? Je pense que c'est la même chose que pour n'importe quel autre groupe ou n'importe quelle autre personne qui viendrait visiter, c'est d'avoir accès, d'une manière ou d'une autre, au moins à la fin de la visite, si c'est pas toujours immédiat, au processus créatif, à quelle était la démarche de l'artiste. Alors si c'est quelque chose qui est très conceptuel, qui est très intellectuel, arriver à comprendre quels ont été les choix, les étapes pour parvenir à la forme dont on parle quand on la décrit, ou en quoi c'était novateur, ou en quoi c'était héritier d'autres choses plus anciennes que les personnes pourraient avoir connues par ailleurs dans leur bagage culturel. Est-ce qu'à l'heure actuelle, vos visites pour les personnes déficientes visuelles, elles sont ouvertes également au public voyant, valide, hors situation de handicap ? Oui, alors on essaye vraiment, c'est ce que j'évoquais tout à l'heure, c'est que la mixité, dans le sens des publics, que l'offre elle puisse être transversale, qu'elle puisse intéresser tout un chacun, même si elle est pensée spécifiquement avec des contraintes liées à une forme de vulnérabilité, quelle qu'elle soit, ou en tout cas une déficience, elles sont ouvertes. Toutes nos propositions sont en général ouvertes à toutes et tous.
qu'on soit ou non aveugle ou déficient visuel. Elles sont même, des fois, elles sont tellement attractives pour les personnes qui voient qu'on limite le nombre de places dans le groupe pour les personnes qui voient bien, pour au contraire favoriser cet accès-là à des personnes qui auraient réellement l'utilité, enfin pleinement l'utilité. Mais on s'est rendu compte que c'est pas toujours, les groupes sont pas toujours mixtes. On essaie d'éviter d'exclure, en fait, inconsciemment ou involontairement, en refermant une offre pour un public très spécifique. Comme je disais, on a essayé plusieurs choses. On a essayé de sanctuariser des moments où le musée n'est pas ouvert encore tout à fait au grand public pour éviter des gênes, notamment des nuisances sonores, parce que des fois, on a 5-6 groupes en même temps. C'est assez agité, assez bruyant, donc pour un confort. Mais en même temps, on essaie d'avoir des créneaux d'une fois sur l'autre, sur la même séquence d'exposition, d'avoir au moins 3 dates. Et des fois, c'est en période d'affluence du musée pour précisément pouvoir venir mélanger à la foule et pas être stigmatisé non plus avec un type d'activité ou de format spécifique. Et parfois, ça dépend aussi ce qu'on préfère, mais des moments plus calmes, un peu réservés aussi, plus privilégiés. Vous travaillez maintenant, le MAMCO, l'ensemble du musée, avec le service de la transcription de la bibliothèque Braille-Romand des livres parlés, pour mettre à disposition des personnes déficientes visuelles lisant le braille des supports lors de ces visites inclusives. D'où vous est venue cette envie d'effectuer cette démarche ? C'était important pour moi de m'entourer de personnes qui aient une expertise directement concernées ou habituées à. Et donc on a pris conseil, et en ce qui concerne la cécité ou la malvoyance, il y avait vraiment aussi des écueils dans lesquels on est tombé assez rapidement. Et en s'entourant de conseils comme ça, on a pu aussi éviter la mise en place de choses qui auraient été peut-être des fausses bonnes idées. Donc d'abord les visites descriptives, parce qu'on a pris conseil auprès de personnes qui agissent, notamment au musée d'art et d'histoire, Alexis Asson, qui est très apprécié, qui a une grande connaissance et qui a eu la générosité de partager avec nous son expérience. Mais aussi ensuite avec des personnes qui nous disaient le braille, c'est vrai que ça manque. En fait, on avait un peu les deux échos. On se disait, peut-être des personnes qui nous disaient, ouais, moi, je ne sais pas lire le braille, donc ça ne m'intéresse pas tellement. Puis je suis un peu pour les autres générations, tout ça. Et puis d'un autre côté, au contraire, des personnes qui disaient, moi, ça me rassure, j'ai du texte, j'ai des ressources à rapporter à la maison. Donc, on est arrivé à cette idée de la transcription des textes de salle. Alors, il n'y a pas encore énormément de documents qui sont retranscrits, mais les textes essentiels qui sont à la disposition de tout un chacun quand on vient dans le musée, ceux-là, ils sont retranscrits, qui donnent un peu le ton de chaque exposition. Et c'est assez... C'était, disons, on voulait être dans une offre assez complète. Tant pis si elle n'est pas très utilisée, ça on le mesurera avec le temps, mais de se dire c'est dommage de ne pas s'offrir cette possibilité. Si ça écarte des personnes du musée, alors il faut pas remédier à ça. Et puis c'est une ressource, les services de l'ABA sont quand même... et de la bibliothèque Braille-Romande sont quand même juste à côté. Ça aurait été dommage, en fait, de ne pas s'appuyer sur ces compétences-là, et au risque d'écarter, en fait, une certaine frange de population qui sont concernées par des déficiences visuelles. Donc voilà, on essayait d'être un petit peu polyvalent dans nos manières d'approcher cette accessibilité. À quels endroits aujourd'hui on peut s'attendre à trouver du braille ou d'autres supports adaptés aux personnes déficientes visuelles ? Alors les premiers repères en braille se trouvent à l'extérieur. Ça, c'est des dispositifs de la ville de Genève pour un bouton d'appel par exemple, pour se repérer sur le site en termes signalétiques. Après, dans le musée lui-même, on a encore assez peu d'outils en braille. Les textes, les fiches de salle dont je parlais tout à l'heure un petit peu plus tôt, ils sont à disposition sur simple demande ou simple proposition d'ailleurs de la part du personnel qui est à la borne d'accueil, donc les premières personnes qui vous font face quand vous entrez dans le musée. Ils sont renouvelés à chaque nouvel accrochage du musée, ce qui intervient une fois par trimestre environ. Et vous avez... Alors, tout n'est pas couvert. Toutes les œuvres que vous pourrez découvrir, rencontrer sur votre parcours dans le musée ne sont pas retranscrites. Les notices ne sont pas retranscrites en braille.
Il y a déjà assez peu de documents textuels dans le musée de manière générale. Mais par contre, voilà, à chaque étage sont installées des expositions différentes, en général avec des thématiques différentes, avec des artistes différents. Et le musée, l'équipe de la conservation, produit en fait des textes un peu de présentation, un chapitrage en fait de la séquence d'exposition. Ces textes-là sont affichés au mur avec des panneaux en plexiglas pour les personnes qui voient, et donc sont retranscrits sur des formats A4 disponibles à l'accueil. C'est un set, en fait, on vous met tous les étages ensemble, vous avez le repère de l'étage en haut à gauche. Et donc, vous avez exactement la transcription de ce texte-là, alors avec les termes qui sont utilisés par les conservateurs ou organisateurs des expositions, et qui vous présentent, en somme, les noms des artistes, la période historique, le parti pris de l'exposition. Donc voilà, vous avez ces ressources-là, et elles sont renouvelées, puisqu'on a assez peu dans le musée d'œuvres permanentes. Et quand il y en a, elles font plutôt l'objet d'enregistrements audio, qui est une autre modalité aussi transversale de médiation qu'on a mis en place récemment, plutôt que de braille, pour l'instant en tout cas. Quels sont les retours que vous en avez ? Alors pour ce qui est des visites descriptives, qui en fait est l'offre la plus ancienne, entre guillemets, même si ça fait que seulement quelques années, ils sont très positifs. On arrive maintenant à évaluer qu'on a fidélisé aussi quelques personnes. Donc comme je vous disais tout à l'heure, c'est en général une dizaine de personnes qui suivent, 10 personnes à la fois. Quelquefois, il y a des personnes qui voient qui sont accompagnantes aussi, mais on a un retour assez positif même très positif sur la qualité des visites et du discours qui est amené. On se perfectionne aussi petit à petit, d'une visite sur l'autre, on apprend de nos erreurs, ou bien on prend des remarques et des conseils ou des suggestions des personnes qui participent aussi aux visites. Donc pour les visites, c'est très, très agréable de voir qu'il y a une progression à tout point de vue. Pour le braille, c'est encore très récent et on est, je pense pas encore capable de mesurer l'impact que ça a. Mais comme je disais tout à l'heure, c'est pas non plus... on est très heureux de pouvoir mettre à disposition cette offre-là, et même si elle s'avérait peu utilisée, ou qu'on n'arrive pas vraiment à mesurer la quantité de personnes qui s'en servent, ou la manière dont c'est... dès qu'on aura un retour, qu'il soit critique ou non, sur la mise en page, la mise en forme, l'emplacement dans lequel on le met à disposition dans le musée, ou les manques qu'il y a peut-être sur des œuvres plus pérennes de la collection, on essaiera de pourvoir à ça. Mais c'est encore assez peu les retours qu'on a. Est-ce que vous pouvez nous donner quelques informations sur les prochaines visites organisées dans le cadre de ces nouvelles expositions qui viennent tout juste d'être inaugurées ? Bien sûr. Alors, la séquence d'expositions qui vient de s'ouvrir couvre maintenant 4 étages du musée. Donc une grande surface. Et puis à chaque visite descriptive, on ciblera 5-6 œuvres à la fois, avec des thèmes différents, et puis dans l'idée qu'une personne qui aurait envie de revenir ne se lasse pas. Les expositions de ce printemps, elles ont comme thématique, justement on en parlait juste avant, la question de l'image, de la diffusion des images, des médias, de la publicité, avec un focus sur une génération artistique qui s'est vraiment intéressée à ça comme une ressource des années 80-90, la Pictures Generation, donc la génération liée aux images, qui se servent, qui détournent des images de magazines, des images de la presse, de la télévision, et qui questionnent en fait un petit peu la question des slogans, de la propagande, de notre fascination pour la télé-réalité, ce genre de choses, qui a un écho très fort avec les réseaux sociaux, avec la manière dont on a besoin de discernement pour analyser aussi ce que c'est une information. Et donc ça, c'est déployé avec de la photographie, du collage, des tableaux, qu'est-ce qu'on a, de la peinture, des sculptures aussi, tout le premier étage. Et un peu, on fonctionne toujours au musée avec un thème principal et puis des fils rouges qui se déploient ensuite sur les autres étages. Et donc sur ce fil rouge de l'image qui va être dans l'espace public, qui va contaminer un peu l'opinion, qui va à notre insu ou alors avec notre consentement. Au deuxième étage, il y a une exposition aussi sur la maladie du sida et la manière dont elle a été communiquée quand ça a pu démarrer sur le virus en lui-même, le virus en lui-même, et puis les familles qui étaient touchées par cette maladie, et toujours de manière artistique, avec des sortes de motifs qui se déploient, qui contaminent un peu l'espace. Et puis, on a plein d'autres petites expositions dans les autres étages. Mais pour vous dire, du coup, les prochaines dates de visite descriptive, il y aura donc dimanche 26 mars à 11h, jeudi 4 mai
à 14h30 et puis jeudi 1er juin à 14h30 aussi. Ça, c'est ce qui est déjà organisé, mais après, on peut toujours répondre à des demandes spécifiques. Et puis, à chacune de ces visites, on va faire en sorte de faire découvrir ou de mettre en rapport d'autres types de productions avec des sculptures, des installations, des images aussi, mais qui permettra de soulever un petit peu notre monde contemporain par rapport à la publicité et aux médias. Merci pour votre accueil, Charlotte. Merci à vous. Et on vous souhaite une bonne continuation dans vos démarches de mise en accessibilité de vos contenus. Merci beaucoup. Vous avez écouté l'interview de Charlotte Morel, responsable du bureau des transmissions au Musée d'art moderne et contemporain de Genève, MAMCO. Si, comme le MAMCO, vous vous intéressez à rendre vos supports de médiation culturelle accessibles, en braille ou en audio, pour les personnes déficientes visuelles, aveugles et malvoyantes qui le pratiquent, contactez la BBR au 022 317 79 00. La BBR, des livres à haute voix et des livres au bout des doigts.